Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je souhaitais parler de la nouvelle série documentaire d'Apple TV+, Préhistorique Planet ou Planète Préhistorique en français. Ce documentaire en 5 parties a été diffusé du 23 au 27 mai 2022 et s'annonçait comme l'héritier spirituel de la célèbre série de la BBC Sur la Terre des dinosaures de 1999, comme d'ailleurs le suggérait l'ouverture du premier teaser, similaire au générique de la série de 99. Préhistorique Planet est notamment produit par Jon Favreau, le réalisateur des 2 premiers Iron Man, du Livre de la Jungle, du Roi Lion, et enfin showrunner des séries Star Wars, The Mandalorian et The Book of Boba Fett. La musique est composée par le célèbre Hans Zimmer, qui, pour rappel, a composé les thèmes musicaux du Roi Lion et de son remake, Pirates des Caraïbes, Interstellar, The Amazing Spider-Man 2, Inception, et ainsi de suite. Enfin, s'ajoute à ce beau monde le narrateur David Attenborough, frère du regretté Richard Attenborough qui jouait John Hammond dans Jurassic Park 1 et 2. La série dans son ensemble est un petit bijou sur le monde des dinosaures. Le photoréalisme des CGI, donc des effets générés par ordinateur, concernant les animaux est bluffant, en particulier au niveau des détails des plumes et des écailles, sachant que les plumes sont très compliquées à modéliser et à animer. La direction artistique est également très soignée, avec des plans magnifiques et mémorables comme celui du T-Rex regardant sous l'eau, l'envol d'Atsegopteryx, bien qu'on se demande comment il fait pour s'envoler sans partir d'une corniche, et les ammonites bioluminescentes ou encore le gros plan sur la patte du Vélociraptor. Le choix de séparer la série en 5 épisodes traitant d'un écosystème différent partout dans le monde était une manière assez originale de faire voyager le spectateur sur la planète il y a 66 millions d'années. Donc cette période n'est pas anodine, car elle permet de tourner dans de nombreux décors naturels avec beaucoup de plantes à fleurs, des angiospermes, puisqu'ils sont apparus au cours du Crétacé. C'est bien plus difficile de tourner dans des décors naturels pour des périodes comme le Jurassique, puisqu'il n'y avait pas de plantes à fleurs à cette époque. L'histoire est aussi très sympathique. Nous suivons différents groupes d'animaux dans leur vie quotidienne, les dinosaures ne sont pas montrés comme des monstres obsédés par le combat et la mort, mais comme des êtres complexes aux comportements divers, bien que pour la plupart issus de simples suppositions, et que la majorité d'entre eux avaient probablement des comportements bien plus simples. Certains de ces comportements sont bien trop proches de ceux des mammifères actuels, au cerveau bien plus développé. Mais quand on regarde Préhistorique Planet, on a vraiment l'impression de voir un véritable documentaire animalier, certains plans s'attardant sur les paysages et pas seulement sur les animaux qui les peuplaient. Je noterai juste un petit bémol sur ces fameux paysages, c'est que dans beaucoup de décors, nous pouvons voir des végétaux et des animaux actuels, comme cet érable de l'épisode 5, ou les goélands et autres oiseaux marins visibles au loin sur les plans en bord de mer. Certes, à l'époque existait déjà Ichthyornis, un oiseau marin, mais je pense que sur ces plans, ce sont de véritables oiseaux actuels. Enfin, j'avoue que je chipote, les paysages sont superbes, et je repense à une scène impressionnante qui était celle de la guerre entre les plantes, filmée de manière très violente et viscérale, alors qu'on s'attarde que sur des végétaux. Les plantes sont même plus violentes dans cette scène que les dinosaures de tous les autres épisodes, ce qui est assez amusant au final. Passons maintenant au plus important, les animaux et leur comportement hypothétique. L'épisode 1, centré sur les côtes, ne présente qu'un seul dinosaure, le plus célèbre, Tyrannosaurus Rex. Sa représentation est extrêmement fidèle aux dernières informations concernant l'animal. Le mâle qu'on voit ici est un prédateur massif. Par ailleurs, et à l'image des autres théropodes de la série, le T-Rex est présenté avec des lèvres et non les dents apparentes comme à l'accoutumée. Mais les lèvres ne se fossilisant pas, c'est un parti pris que je trouve assez intelligent pour donner un air moins monstrueux à ses prédateurs. Les petits sont également très réussis, avec un léger duvet recouvrant tout leur corps et des motifs ressemblant à ceux des marcassins. Les paléontologues ne savent pas vraiment si les petits avaient réellement un duvet, mais cela reste une possibilité. Certains tyrannosaures basaux, comme Eutyrannus, étaient couverts de plumes. Plumes qui vont d'ailleurs inspirer celles du Nanyuxorus dans l'épisode 4, comme adaptation au climat froid dans lequel il vit. Quant au comportement aquatique de Tyrannosaurus, aucun élément fossile ne le prouve, mais des traces de théropodes capables de nager ont bel et bien été découvertes, comme l'explique David Attenborough dans la petite vidéo explicative sortie sur la chaîne YouTube d'Apple TV suite à l'épisode 1.
En résumé, pour l'épisode 1, il s'agit d'une bonne entrée en matière qui plante le décor du Crétacé terminal en montrant au grand public que les dinosaures ne sont pas les seuls animaux à vivre à cette époque, bien qu'ils avaient des comportements sûrement beaucoup moins développés que ce qui est montré dans la série. Pour faire simple, les plus de cet épisode sont le design des T-Rex, toute la séquence avec les ammonites, qui était magnifique, bien que la synchronisation de leur lumière pour choisir leur partenaire est une pure invention pour le côté visuel de la série. Mais la bioluminescence reste plausible, puisque présente chez d'autres céphalopodes, cousins des ammonites. Gros plus aussi pour la séquence avec les ptérosaures en Afrique du Nord, dont la plupart ont été découverts tout récemment en 2018 au Maroc. Aucun crâne n'a pourtant été exhumé, donc leur apparence reste hypothétique et basée sur des cousins proches. Mention particulière à Hans Zimmer qui, comme pour tous les épisodes, semble s'éclater à composer la musique. Pour les moins, j'ai trouvé parfois les CGI concernant les Tuaranguisaurus moins réalistes que pour les autres animaux, en particulier lorsqu'ils sortent de l'eau et surtout l'eau qui les entoure. Mais bon, ça reste anecdotique. Et l'accouchement sous-marin de la mère Tuaranguisaurus était assez impressionnant. Sinon, les plans sans trucage avec des poissons actuels se nourrissant sur la peau du Mosasaurus, bien que très intéressants, m'ont un peu sorti de l'épisode, parce qu'on voyait vraiment que c'était des poissons actuels. Mais la scène reste très sympa et est rapidement rattrapée par la présence de Pycnodontiformes, un groupe de poissons qui a vécu en même temps que les dinosaures et qui a disparu. Un bon détail qui enrichit la scène. Pour l'épisode 2 sur les déserts, la scène des Dreadnoughtus m'a beaucoup marqué. L'arrivée des mâles prêts à s'affronter pour un immense groupe de femelles fait évidemment écho au comportement d'animaux actuels comme les éléphants de mer, dont les gros mâles se battent corps et âme pour garder leur harem. Bien que les Dreadnoughtus se seraient sûrement écrasés sous leur propre poids en se dressant sur la queue ou en tombant sur le sol. Autre élément intéressant, les sacs gulaires de ces sauropodes étaient très originaux et plausibles, car certains oiseaux, qui pour rappel sont des dinosaures, possèdent également ces sacs gulaires ou vocaux, comme le marabout ou le pélican, et qu'ils gonflent pour défendre leur territoire ou impressionner les femelles comme chez les tétras des armoises ou la frégate superbe. Bien que la physique soit un peu mise de côté, toute cette scène avec les sauropodes fait pour moi partie des gros plus de l'épisode, comme les scènes avec le plus beau et réaliste vélociraptor que je n'ai jamais vu à la télévision. Bon alors juste ce vélociraptor, c'est peut-être un dromaeosauridé indéterminé, puisque Vélociraptor était censé avoir déjà disparu à cette époque. Mais bon, Vélociraptor c'est beaucoup plus simple, et son cousin découvert sans nom lui ressemblait tellement que la confusion passe. Gros plus aussi pour les scènes du Mononicus, qui ressemble plus à Shuvuuia, et dont le plumage et les couleurs rappellent fortement la chouette effraie. Ces drôles de dinosaures de la famille des Alvarezauridés ont vu d'ailleurs leur représentation bien évoluer au cours du temps, passant de ce Mononicus de Sur la trace des dinosaures à celui de Préhistoric Planet ou ce Shuvuuia de Victor Radermacher qui ressemble à une chouette. Autre scène marquante, celle des Barbaridactylus, où les deux types de comportements des mâles lors de la reproduction sont inspirés de certains animaux actuels. Ici, il y a un ptérosaure mâle grand, beau et avec une crête très développée, et un autre plus petit ressemblant beaucoup plus à une femelle. Ce genre de stratégie de reproduction, qui diffère entre les mâles d'une même espèce, se trouve également chez des cervidés ou des poissons comme Gobius niger, le gobi noir actuel. En effet, certains mâles sont très gros et noirs, d'autres plus petits et gris-beige comme les femelles, ce qui leur permet d'introduire leurs spermatozoïdes dans le nid des femelles sans se faire repérer par les plus gros mâles. Dernier point positif, le fait que les sons émis par les Tarbosaurus soient très graves et à peine audibles, plus proches des sons des crocodiles que des rugissements monstrueux comme ceux de Jurassic Park. En effet, il semblerait que les gros tyrannosauridés n'émettaient que des sons très graves et des infrasons. Bon après, on n'a jamais trouvé de cordes vocales fossilisées, donc en théorie, tout est encore possible. L'épisode 3 se consacre ensuite aux écosystèmes associés à l'eau douce, et toute une scène est dédiée à l'un de mes dinosaures préférés, qui est aussi l'un des plus bizarres, Deinocheirus. Il s'agit pour moi du gros point fort de l'épisode, niveau réalisme visuel et comportemental. La scène du couple de T-Rex que l'on croit prêts à s'affronter et qui finissent par s'accoupler était elle aussi amusante et à contre-courant de ce que l'on peut imaginer d'habitude entre deux Tyrannosaurus. L'utilisation des plumes chez Vélociraptor était également très intéressante, tout comme la rencontre d'un Bill the Buffo se nourrissant d'un jeune Masiacasaurus en quête de crabe. Au niveau des moins, je me demande vraiment pourquoi l'équipe de la série a décidé de présenter Quetzalcoatlus
comme nichant en Afrique, alors qu'il s'agit d'un ptérosaure nord-américain. Certes, l'animal vole, donc il peut en théorie se rendre en Afrique, mais placer la scène en Amérique du Nord aurait quand même été plus juste, sans pour autant changer l'intrigue ou les décors qui, tous deux, sont très réussis, voire terrifiants lorsque une autre femelle Quetzalcoatlus détruit le nid de la première. Petit bémol à nouveau sur les CGI des élasmosaures au niveau de l'estuaire, dont le passage de l'eau saumâtre à l'eau salée n'était pas aussi réussi que tout le reste. L'épisode 4 est l'un de mes préférés. Il nous emmène dans les régions froides et est aussi l'un des plus beaux épisodes visuellement, avec ses paysages montagneux, ses plaines fluviatiles, les forêts et la caverne de l'Antarctopelta illuminée comme les grottes de Waitomo en Nouvelle-Zélande. Une de mes scènes préférées est celle des Ornithomimus. Le vol des branches dans d'autres nids pour constituer le sien était assez amusant, et les CGI, notamment au niveau des plumes, sont encore une fois très convaincants avec un choix de couleurs original. La scène des Olorotitans est également très réussie, et l'invasion de moustiques était vraiment horrible. Voir les nouveau-nés couverts d'insectes suceurs de sang donnait des frissons. Gros plus aussi pour un petit détail, le fait que la mère Olorotitan donne des prêles à manger dans le nid des petits et non de l'herbe qui n'existait probablement pas encore. Le champ de feu et de glace entre la scène du Troodontidé pyromane et l'affrontement dans le blizzard était encore une fois une réussite. Il existe en Australie des rapaces pyromanes comme le milan noir, le milan siffleur et le faucon Berigora. Ils sont surnommés les faucons de feu. Ces oiseaux incendiaires propagent les feux de brousse pour pousser leurs proies à s'enfuir et pouvoir ainsi les capturer. Alors pourquoi pas proposer le même comportement pour l'un des dinosaures les plus intelligents du Crétacé. La chasse dans le blizzard entre Nanuxorus et Pachyrhinosaurus faisait vraiment duel entre némésis. Les cératopsiens ont souvent été découverts dans les mêmes sites que les tyrannosauridés d'ailleurs, comme Chasmosaurus et Daspletosaurus, Centrosaurus et Gorgosaurus, Sinoceratops et Jusheng tyrannus, Triceratops et Tyrannosaurus, et donc Pachyrhinosaurus et Nanuxorus. Enfin, le 5e et dernier épisode consacré cette fois aux forêts conclut cette mini-série parfaitement, avec des animaux sublimes comme ces Triceratops et leurs adorables petits, bien que je trouve un peu dangereux d'emmener des animaux diurnes dans une grotte où ils ne voient pas grand chose, mais bon. Sinon, les jeunes Almoxès, nains insulaires de l'île d'Atseg et cousins du Rhabdodon français, étaient eux aussi adorables. D'ailleurs, pour plus d'informations sur le nanisme insulaire et les rhabdodontidés, je vous invite à visionner les 2 épisodes de Dinosauria disponibles sur la chaîne. Dans les gros plus de l'épisode, mis à part les Triceratops, il y a évidemment la scène de parade de Carnotaurus, qui était vraiment très drôle. Bon, la façon dont il exhibe la couleur de ses avant-bras en dansant fait évidemment penser aux oiseaux, mais aussi à l'araignée pan, qui se lance dans une danse endiablée en exhibant ses couleurs aux femelles. Mais je trouve ça un petit peu étonnant que des structures aussi vestigiales, donc qui ne servent plus vraiment à grand chose, soient aussi importantes dans la parade nuptiale alors que Carnotaurus a déjà des cornes. Mais bon, c'était très sympa et ça m'a beaucoup fait rire. Autre point fort, c'est la quête de miel des jeunes Therizinosaurus qui passent tout près d'un immense sauropode. C'était très plaisant à suivre et la comparaison avec le gigantesque adulte à la fin le rend vraiment impressionnant. J'ai aussi beaucoup aimé la scène en Chine, les Corythoraptors sont sublimes, le bleu pétant de leur plumage doit probablement servir à la parade nuptiale encore une fois, mais les rend facilement repérables par les prédateurs de la région, comme pour les pans indiens facilement repérables par les tigres. Petit plus pour la présence d'un Atrociraptor, bien plus fidèle à la réalité que la version badass et terrifiante de Jurassic World Dominion. Il y aurait encore énormément de choses à dire à propos de ces 5 épisodes de Prehistoric Planet, mais la vidéo est déjà assez longue. En résumé, j'ai adoré cette mini-série. C'est un magnifique documentaire, original, fictif certes, mais tout de même précis, amusant et scientifiquement crédible pour la plupart des scènes en tout cas. Je le conseille à tous les fans de paléontologie et de dinosaures, et les néophytes qui souhaiteraient découvrir le monde merveilleux du passé de notre planète. C'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à liker, je serais curieux de savoir quel épisode et quel animal vous avez préféré dans cette mini-série. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.